Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Réaménager le site des anciennes faïenceries à Sarreguemines en construisant un nouveau musée, une grande salle de spectacle et un hôtel. Le projet est à l'étude depuis plusieurs années et pourquoi pas aussi un casino à Sarreguemines. C'est en tout cas l'idée du maire. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Céleste Latte. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. C'est une information qui est aussi déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et Sandrine va nous dire ce qu'en pensent les internautes. Coucou. Coucou. Mais pour le moment, on commence notre émission à Ambar, à l'hostellerie Saint-Hubert, qui propose des menus paysans. Morane est sur place. Bonjour. Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche à cette heure-ci. Salut Julia. Alors oui, depuis ce matin, nous avons suivi la préparation des menus paysans en cuisine. Alors au total, ce sont 5 restaurants de l'arrondissement qui préparent ces menus. Il y a les restaurants Autilleul de Philipsbourg, la brasserie du Casino à Sarreguemines, Côté Canal à Grosse-Bliederstroff et Fleur de Sel à Sarralbe. Profitez-en, l'opération se termine le 20 octobre prochain, date à laquelle le marché paysan se trouvera à Sarreguemines à l'esplanade du Casino. Avec Marie-Morgane, on s'est rendu en cuisine pour vous montrer les coulisses de la préparation. Vous aurez plus d'informations tout à l'heure. Je te laisse, on passe à table. Ah bah bravo, profites-en bien, bon appétit Morane, et puis à Marie-Morgane aussi qui est avec toi. On vous retrouve donc tout à l'heure dans les cuisines de l'hostellerie Saint-Hubert. On jette d'abord un œil au résumé de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Accident mortel à Vitrin. Hier, un enfant de 7 ans s'est noyé dans le canal de la Sarre. Accompagné de sa tante et de son grand frère, l'enfant aurait glissé pendant une promenade. Une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers est intervenue, mais une fois le corps repêché, ils n'ont pas pu le réanimer. Nouvelle annonce concernant le réaménagement de l'ancien site des faïenceries de Sarreguemines. En plus de la création d'un restaurant, d'un hôtel, d'une salle de spectacle et du déménagement du musée, un projet de casino avec 300 machines à sous a été évoqué. 40 millions d'euros, c'est le coût prévu pour l'ensemble des projets. Une nouvelle opération de forage vient de commencer au barrage de Diefenbach-les-Putlanges. L'objectif est toujours de connaître d'où viennent les anomalies qui ont contraint à vidanger entièrement l'étang. Des carottes vont être prélevées dans le corps de digue pour déterminer la résistance des sols à l'érosion et au glissement. 11e enduro organisé par l'UCEP 57 à Beach. Il s'agit d'une course longue avec les élèves de 10 écoles primaires du secteur de Schorbach. Côté chrono, 10 minutes pour les plus petits et 15 minutes pour les plus grands. L'objectif, sensibiliser les élèves aux bienfaits du sport sur leur corps. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et malheureusement pas d'embellie côté météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et effectivement, la pluie sera toujours d'actualité pour demain à cause d'une perturbation qui traverse notre région. Mais les averses resteront assez faibles et localisées. Les parapluies seront donc toujours de mise puisque le vent ne soufflera pas très fort. Les températures maximales baissent un peu avec de 15 à 17 degrés. Et demain, nous serons le jeudi 17 octobre et nous fêtons les Baudouins. Le soleil nous accompagnera de 7h55 à 18h38. Et pour notre photo du jour, on continue la série décoration pour Halloween avec de nouvelles idées de Chantal qui a pris cette photo à la fête du Potiron à Logelheim. Ils sont vraiment trop mignons. Alors un grand merci à elle pour ces photos et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos décorations pour Halloween ou pour l'automne par mail à cette adresse qui s'affiche sur votre écran ou alors sur notre page Facebook. Plus de sport vous donne rendez-vous samedi à 18h pour un direct exceptionnel. Les Red Dragons de Saint-Avold affronteront en handi basket l'équipe du Puy-en-Velay. Une rencontre spectaculaire à suivre sur Mosaïque Cristal.
Les produits locaux à l'honneur. Depuis le 30 septembre et jusqu'à ce dimanche, l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, propose des menus paysans en partenariat avec 5 restaurants. Reportage de Maureen Grandcola et Marie-Morgane Lorenz à l'hostellerie Saint-Hubert à Hambach. À l'hostellerie Saint-Hubert de Hambach, les cuisiniers enfilent leur tablier. En partenariat avec les producteurs de l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, plusieurs restaurants ont accepté de proposer un menu paysan. Ce menu paysan, c'est une entrée, un plat et un dessert élaborés avec des produits locaux. Et ça marche vraiment fort, quoi. Donc je pense que même après par la suite, il y a des produits qu'on va garder, qu'on va mettre en avant. C'est quelque chose qu'on désirait depuis assez longtemps, mettre en avant vraiment du local. Et je pense que c'est un truc qui va perdurer à moyen terme. Ce n'est pas un menu gastronomique, mais c'est tout comme. Lorsqu'on travaille avec un produit de bonne qualité, l'assiette sera forcément bonne. Travailler avec des exploitations locales, c'est aussi mieux connaître le produit et le producteur. Et de rencontrer les personnes avec qui on travaille, qu'on va côtoyer quasiment tous les jours ou quelques jours par semaine, ça permet déjà, de connaître le producteur. Puis dans la discussion, c'est ce qui est arrivé avec la personne qui nous a livré le porc. Ça a permis de savoir comment il travaillait, quel aliment, puis c'est quelque chose que je maîtrisais et que je connais assez bien. Ça a permis, il y a eu un échange, il y a eu un partage et c'est ce qui permet de faire évoluer tout le monde, quoi. Le menu a été élaboré en fonction de la liste des fermes de l'AMEM. Au restaurant Saint-Hubert, c'est un menu déjà en place qui a été remplacé. Grâce à ce partenariat, la cuisine continuera à collaborer avec les agriculteurs locaux pour leur gage de qualité en dehors de l'opération. Et oui, l'hostellerie Saint-Hubert d'Hambach propose un menu paysan en partenariat avec les producteurs locaux. Mais en dehors de ce partenariat, l'établissement est attentif aux attentes de ses clients et propose des produits du secteur. La réceptionniste répond à nos questions. Sadia Hussein, bonjour. Bonjour. Dites-nous, est-ce qu'en dehors du partenariat avec l'AMEM, vous avez l'habitude d'utiliser des produits locaux? Oui, tout à fait. On utilise beaucoup de produits locaux en cuisine ou en dessert. On travaille beaucoup avec le fruit Mirabelle, en sucré et en dessert. Ça nous arrive souvent. Et est-ce que la clientèle apprécie ces menus du terroir? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Très bien, très bien. Toujours, souvent, les gens ils prennent un menu terroir qui marche très très bien, avec que des produits locaux d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils en pensent alors, ces clients? Découverte, beaucoup de découvertes. Les gens ils apprécient beaucoup les produits locaux, les produits bio aussi, qui est très en vogue en ce moment. Et est-ce que, donc on le remarque, les clients sont de plus en plus exigeants. Est-ce que les attentes de vos clients ont changé au fil des années? Oui, tout à fait. Beaucoup de clients sont maintenant végétariens et même véganes. Donc on nous s'adapte par rapport à leurs demandes, souvent. Oui. Et ces adaptations donc, passent par les menus avec les produits locaux, c'est ça? Exactement, exactement. On fait en sorte que ce soit bio ou ce soit naturel en fait. Voilà. Mystère encore non résolu, de nouvelles investigations sont en cours pour connaître l'ampleur et l'origine des fragilités du barrage de Diefenbach-les-Putelanges, celles-là même qui ont contraint à vider l'eau de l'étang. Des carottes sont en train d'être prélevées dans la digue, les forages ont commencé hier. Reportage de Guillaume Dumonteil. Le barrage de Diefenbach-les-Putelanges n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il y a un an, le 26 octobre 2018, des anomalies ont été découvertes. Des forages dans le corps de la digue avaient révélé la présence d'eau en quantité trop importante. Cela démontrait une communication entre le réservoir principal de l'étang et la digue. Ces anomalies pouvant être dues à une érosion interne du corps du barrage, rendant possible une rupture de la structure, l'étang a été vidangé par mesure de sécurité afin de protéger notamment les maisons qui se trouvent à proximité. Une radiographie du barrage par mesure géophysique a depuis été effectuée pour analyser les écoulements d'eau dans l'ouvrage. Les drains ont également été inspectés et il s'avère que plusieurs d'entre eux ne fonctionnent pas alors que dans ce type de structure, ils doivent être en bon état. Depuis hier, une nouvelle phase d'investigation a commencé, des forages pour caractériser les zones préférentielles d'écoulement identifiées par les mesures géophysiques. Des échantillons de sol sont récupérés. Toutes les carottes qui sont prélevées, entreposées actuellement dans le local technique, vont être analysées et on aura un compte-rendu du laboratoire d'ici fin janvier. Les scientifiques détermineront la résistance de ces sols à l'érosion et au glissement.
Les objectifs de cette campagne d'investigation sont d'une part de circonscrire la zone d'anomalie et comprendre les mécanismes en jeu, mais aussi d'analyser si un tel mécanisme serait susceptible de se reproduire ailleurs sur le barrage. L'objectif final est d'aboutir au diagnostic le plus précis possible pour définir quels sont les travaux de sécurisation les plus adaptés à mener. Une course longue pour les élèves du Pays de Bitche. L'UCEP 57 a organisé son 11e enduro au parc du Stadtweiher. Morane Grandcola était sur place. L'UCEP 57, l'Union sportive de l'enseignement public de la Moselle, a organisé mardi matin son 11e enduro pour les 10 écoles primaires du secteur de Schorbach. C'est au parc du Stadtweiher à Bitche que la rencontre sportive s'est déroulée. L'enduro, c'est parcourir une distance sur un temps imposé. 10 minutes de course pour les classes de CP à CE2 et 15 minutes de course pour les CM1, CM2. Le but pour l'UCEP, c'est de sensibiliser les élèves au sport et surtout au bien-être de leur corps. Cette course se veut aussi éco-responsable. Elle permet de montrer aux enfants que la mobilité active est également un bon moyen de transport. Plusieurs enduros sont organisés dans le Pays de Bitche. Aujourd'hui, c'était au tour des écoles du secteur de Bitche d'enfiler leurs baskets. Ce sont les classes de l'école d'Aspelschitz qui se placent en tête du classement, suivies des écoles d'Ormerswiller-et-Pin et de Wolminster. Au total, les élèves ont parcouru 536 km, une belle performance dont ils peuvent être fiers. Pour les élèves bitchois, c'était l'heure des récompenses. Ils ont reçu leur Schultüte. Ce petit cornet surprise rempli de fournitures scolaires est une tradition venue d'Allemagne. Elle marque symboliquement le début de la grande école. Hier après-midi, cette tradition dépassait les frontières. Reportage. À l'école élémentaire des remparts de Bitche, ce sont les élèves de CM2 qui ont remis les fameuses Schultüten aux 23 élèves de CP. Des cornets dans lesquels on retrouve babioles, confiseries et matériel scolaire. Pour l'occasion, les élèves ont interprété des chansons dans la langue de nos voisins, accompagnés de leur assistante d'allemand. Cette remise de Schultüten est organisée depuis 5 ans dans le cadre du programme Sésame Grande Région en partenariat avec l'Union européenne. Le but, préparer les élèves aux cours de langue obligatoire du collège et ici dans un cadre transfrontalier, l'Allemagne n'étant pas si loin. Dans un instant, le maire de Sarreguemines lève le voile sur son projet de réaménagement du site des anciennes faïenceries, un projet pluriel comprenant notamment un casino et un restaurant gastronomique. Côté gastronomie justement, on terminera cette émission en cuisine pour une délicieuse recette de tarte d'automne. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au Pays de Bitche. En octobre, AVS Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Bitches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Céleste Lette, après plusieurs années de grands secrets que vous avez soigneusement entretenus, vous annoncez 5 mois avant les élections municipales le grand projet de réaménagement du site des anciennes faïenceries. C'est une déclaration de candidature pour un nouveau mandat. Est-ce que vous avez demandé l'investiture à l'REM ? Alors d'abord,
certains vont considérer que c'est un pur hasard, d'autres moins, que ce soit annoncé à 5 mois des élections municipales. Il y avait suffisamment de raisons de ne pas l'annoncer avant. Et quand je dis suffisamment de raisons, par exemple, celle liée au temps de négociation du terrain des faïenceries. Je rappelle quand même que nous sommes que depuis peu de temps propriétaires des terrains par procuration, puisque c'est via le PFL, et que les négociations ont été longues, elles ont duré pratiquement 7 ans, et que donc il n'était pas possible de communiquer sur un projet qui aurait pu éventuellement faire monter les enchères. Voilà. Est-ce que vous avez demandé l'investiture à l'REM? Non, d'ailleurs, j'ai été candidat 3 fois municipal à Sarreguemines et je vous rappelle qu'à aucun moment pour les municipales, je n'ai demandé d'investiture. Parce que l'investiture veut dire que vous pouvez mettre en porte-à-faux des personnes que vous avez sur votre liste qui ne sont pas encartées et qui simplement participent à un projet de la tête de liste. Par conséquent, ni en 2001, ni en 2008, ni en 2014, je n'ai demandé d'investiture. Et si demain je devais être candidat, je n'en demanderai pas davantage. Mais ça reste au conditionnel avec des si. On n'en saura pas plus aujourd'hui. Alors on va parler de votre projet. Concrètement, c'est le déménagement du musée de la faïence, la construction d'une grande salle de spectacle, capacité 1200 personnes, la construction aussi d'un hôtel haut de gamme, d'un restaurant gastronomique et d'un casino de 2500 m². Il n'est pas ou plus du tout question ni de logement, ni de petits commerces, ni de résidences seniors? Alors pour que vous compreniez bien, le terrain fait 30 hectares. Sur ces 30 hectares, il y a 6 hectares de forêt qu'on va réhabiliter pour avoir un poumon vert au centre-ville quasiment. Le projet tel qu'il est aujourd'hui donné, il va peut-être faire 2 hectares. Donc bien évidemment, sur le reste, tout ce qui est lié au logement, tout ce qui est lié à l'habitat, dans la limite de ce qu'autorise aujourd'hui le PLU, ou le SCOTAS, le schéma de cohérence territoriale, suite au Grenelle de l'environnement, eh bien, il y aura bien évidemment des projets sur les décennies à venir. Je dis les décennies, ça peut paraître pour un jeune une longue période, mais vu maintenant les années que j'ai passées dans la politique, 30 années, ça passe vite. Et donc, les terrains seront toujours prévus pour également de l'habitat. Donc, de l'habitat, la forêt, des équipements publics, et ça, c'est un équipement public. Alors, bien sûr, multiface. Oui, c'est un projet pluriel, avec énormément de choses. Alors, il y a beaucoup de choses dont on avait déjà entendu parler depuis plusieurs... Je précise bien, ça n'hypothèque en rien demain l'habitat. Je répète, c'est à peu près 2 hectares, 6 hectares de forêt, ça fait 8. Bah, faites la différence. Il reste suffisamment d'espace pour demain construire des maisons, faire de l'habitat. Et ce projet-là, pour le moment, dans ces 2 hectares, a priori, vous énoncez des choses dont on a déjà entendu parler. Pour la plupart, le déménagement du musée, ça fait longtemps qu'il en est question. La création d'une grande salle de spectacle aussi. En revanche, le casino, ça, c'est tout nouveau. Pourquoi un casino? Est-ce que pour vous, l'avenir de la ville de Sarreguemines passe par la présence d'un casino? Alors, cela fait longtemps que l'idée me trottait dans la tête. Quand je discutais avec des collègues, à l'époque où j'étais député, des collègues députés maires avaient obtenu des autorisations de construction de casinos. C'est quand même, à l'heure où je vous parle, à un moment où on réduit les dotations, à un moment où on cherche des recettes, ce serait une belle aubaine. Et ceux qui le critiqueraient ne comprendraient rien à la politique et n'ont aucun sens des responsabilités. Donc le casino, je ne sais pas s'il se fera, la demande est en cours, mais les autres projets qui tiennent au casino, qui sont dans cette même logique, vous les avez évoqués. La salle de spectacle, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait que depuis très peu de temps qu'on a les terrains. Le déménagement du musée qui aujourd'hui, de par le biais de son personnel et par Julie Kiefer en particulier, est revitalisé, mais n'a pas la possibilité d'une scénographie digne de ce qui s'est créé à Meisenthal, de ce qui s'est créé à Saint-Louis et de ce qui s'est créé également à Wingen avec la Ligue. Donc je pense que demain, dans un projet global, le déménagement, ce n'est pas la création d'un nouveau musée, je rappelle, c'est un déménagement. Donc on y travaille depuis un certain temps, et après, les autres projets, quand on parle d'hôtels,
gastronomiques, de restaurants gastronomiques et d'hôtels, ça c'est les conditions d'un casino. Quand vous avez la création d'un casino, ces deux choses vont automatiquement avec. Forcément ensemble. Donc c'est un projet global aujourd'hui sur lequel on travaille depuis un peu plus de 3 ans. Mais ça vient d'être dévoilé et du côté de nos internautes, ils étaient nombreux à réagir à cette nouvelle. Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors j'ai demandé à nos internautes ce qu'ils pensaient de ce nouveau projet de casino à Sarreguemines. Et sur près de 1200 votants, il y a 62% d'entre eux qui sont finalement contre. Alors dans les commentaires, certains internautes sont évidemment favorables à ce projet. Chronos nous dit « Pourquoi pas, le projet global est plutôt intéressant ». Samy nous écrit « Très bonne idée afin d'apporter du travail à des gens au chômage et de faire venir plus de monde en ville, ce qui pourrait en faire bénéficier les commerçants ». Et Laurent nous dit « S'ils installent des tables de poker, j'en ferai ma résidence secondaire ». Donc vous avez déjà aussi des adeptes. Mais tous les avis ne sont pas aussi positifs. On peut lire que pour certains de nos internautes, les priorités sont ailleurs. Sylvie nous écrit « Il faudrait terminer les complexes sportifs aussi avant d'avoir d'autres projets ». Shirley nous dit « Pourquoi pas une maison d'accueil pour les personnes malades et ou sans domicile ». Denis nous dit « S'il y a de l'argent, continuer à rénover nos routes usées, à ouvrir des établissements de santé et de soins. On constate que les élections municipales approchent et qu'il faut appâter les électeurs. Je vois à quoi sert l'argent de nos impôts ». Et Iris nous écrit « Il devrait mieux faire construire ou rénover un bâtiment pour les courts, moyens et longs séjours pour les personnes âgées, ou une 3e maison de retraite, ou faire quelque chose pour les personnes handicapées ou pour la petite enfance, et redynamiser le centre-ville et le Carré Louvain, ou le bâtiment où il y avait le cinéma Eden, ou alors encore le bâtiment où il y avait l'ancien cinéma derrière la gare, etc. etc. Pas besoin d'un casino ». Est-ce que vous avez également étudié ces pistes-là de réaménagement et de redynamisation du centre-ville? Alors, vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à une liste à la Prévert que certains internautes bien intentionnés sont à vous soumettre ou à publier. Et d'ailleurs, quand vous dites 62% des internautes sont contre, ça ne représente pas 62% de la population. Parce qu'aujourd'hui, oui, 62% des 1200 et je mets ces statistiques à leur juste place, hein, et elles ne me perturbent pas davantage. Ce qu'il faut dire en réponse globale, c'est que demain, un complexe de ce type-là qui sera un complexe pas financé totalement par les impôts locaux ou par les contribuables. Ce sera un mix, ce sera un projet public-privé, et que, par exemple, l'hôtel, ce n'est pas la collectivité qui va le payer ou qui va le construire. Simplement, si le casino ne devait pas se faire, le reste se fera. Mais si le casino se faisait, ça nous donnerait des recettes supplémentaires et ça paierait les autres installations. Et après, pour répondre quand même, mais globalement, je crois que les recettes qui sont chiffrées aujourd'hui dans l'étude d'impact, dans tout ce qui a été chiffré et qui ont été transmis au ministère, avec le panier de la ménagère à Sarreguemines. On n'est pas ni à Courchevel, ni à Antibes, ni à Nice, ni ailleurs, mais sur, je dirais, les capacités de notre région, eh bien, les rentrées d'argent, les recettes, les retombées financières pour la communauté d'agglomération et pour la ville de Sarreguemines ne seront pas loin de 2,3 millions d'euros. Et ça permet aussi de réaliser un certain nombre de choses, à supposer, puisque quand on parle des routes, je prends acte, et c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes dans le meilleur état. Après, il y a aussi des choses qui ne sont pas de ma compétence. Quand on parle de maisons de retraite, quand on parle de certains équipements qui sont évoqués, et où je comprends l'expression pertinente d'un citoyen, ce n'est pas forcément du ressort de la collectivité, en tout cas de la ville de Sarreguemines. Après, vous savez, quand vous êtes dans la politique, vous faites des choix. Tout ce qui a été dit, j'ai entendu l'allusion par rapport à l'ancien cinéma derrière la gare. C'est un bâtiment qui appartient à un privé. Si un jour la collectivité pouvait effectivement l'aménager en autre chose, on le fera. Mais faisons des... Pardon ? Il est sur un site internet, il est en vente, vous pouvez le faire. Oui, j'ai dit à son propriétaire un jour par boutade, j'ai dit écoutez, c'est quelque chose que vous devriez céder à l'euro symbolique à la ville. Je lui ai dit ça par boutade, mais il ne m'a jamais sollicité. Il est peut-être sur le bon coin pour être mis en vente, peut-être. Mais en tout cas, pour parler tout à l'heure de l'activité au centre-ville, ce projet-là sera inscrit, puisque le site des faïenceries fait partie du périmètre, dans Action Cœur de Ville. Et c'est dans cet esprit-là, quand j'ai exposé verbalement dans un petit aparté que vous avez pu voir au Président de la République,
Eh bien, simplement, il a pris acte et aujourd'hui, il y a d'autres maires qui veulent inscrire un casino dans... c'est cette photo-là, voilà, que vous êtes en train de montrer. J'expliquais ce projet à ce moment-là et j'ai donné le dossier au président de la République à la fin. On a passé 6 heures, pas sur ce projet-là, mais dans le cadre du grand débat. Et donc, j'en ai profité et je crois que le président a été réceptif puisque d'autres maires ont des demandes similaires. Et que le président a chargé une mission de réfléchir sur les nouveaux critères d'attribution d'un casino. Mais pour le moment, l'information est peut-être encore très neuve, n'a pas encore fait son chemin dans les esprits. Toujours est-il que les premières vagues de commentaires des internautes sont majoritairement négatives, y compris sur la page Facebook de la ville de Sarreguemines. Est-ce que vous vous attendiez à une première prise de position comme ça qui soit tellement négative? Il me semble vous avoir dit tout à l'heure, hors antenne, que je ne suis pas un adepte de Facebook et que quand d'aventure de temps en temps on me transmet des choses, j'appuie sur le petit sigle avec la poubelle. Vous n'en tenez pas compte? Non, parce que... Alors on va vous montrer des vrais gens. On est dans une expression aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ne correspondent pas forcément dans leur ampleur ou dans leur proportion à l'expression réelle de la population. Quand vous me dites que 62% des internautes, je veux bien croire, il suffit de compter, mais combien représentent les internautes dans la population? Donc vous voyez, les jeux sont faussés et je sais être réaliste et réagir comme il se doit, avec une forme de froideur, en tout cas de sang-froid. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a des projets, ça devrait être à la satisfaction des Sarregueminois parce que c'est un projet qui dynamisera demain la ville. J'en suis persuadé. Mais vous savez, il y a ceux qui sont à critiquer quand on ne fait rien et ceux qui critiquent quand vous faites quelque chose parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils souhaiteraient ou parce que finalement ils n'aiment pas celui qui propose. Donc moi je garde la tête froide et le projet sera mené. On a réalisé un micro-trottoir. Alors c'est pareil, c'est pas forcément représentatif de manière fiable parce que c'est pas du tout quelque chose de statistique. Ce sont les passants qu'on a croisés au hasard au centre-ville. On les a interrogés et face caméra ils sont beaucoup plus positifs, même si certains auraient quand même préféré d'autres équipements. Regardez. Le maire Céleste Hollette a annoncé samedi un projet de casino sur la friche des faïenceries. Il y aura aussi un hôtel, une salle de spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça peut être pas mal. Hein, c'est très bien, il y a quelque chose à Sarreguemines à vivre. Moi, je pense que c'est bien. Ça va à nouveau mettre de l'ambiance dans la ville parce qu'il n'y a plus grand-chose. Hein. C'est bien pour la ville parce que je trouve qu'au centre-ville, en ce moment, c'est pas top, quoi. Avec tous les magasins qui ferment, qui trouvent une solution, quoi. Pourquoi pas? Il y avait des opposants, ils ont aussi parlé d'un casino, d'un grand hôtel, pourquoi pas, mais bon, qui c'est qui va payer tout ça? Ça, c'est la question, déjà que tout est dans le rouge. Au lieu de payer les feignants, il met ça là-dedans, c'est très bien. Je pense que le projet est certainement très intéressant. Je suis assez pour ce genre de projet parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de casino à la ronde, à des dizaines, quarantaines de kilomètres à la ronde, il n'y a rien, si ce n'est Amnéville. Et je pense que ça attirerait des nouvelles personnes, des touristes, ça créerait des emplois également sur la ville de Sarreguemines, quoi. Je pense que ça serait franchement une bonne chose. Moi je trouve que c'est bien. Et en même temps, il y a du travail. Je préfère qu'ils fassent autre chose que ça, quoi. On n'en a pas besoin sur Sarreguemines. Vous, est-ce que vous seriez cliente de ce casino si le projet aboutit? Ah oui, je viendrai inaugurer et je viendrai avec plaisir voir si ça me convient. Casino, non, j'irai pas. Pourquoi pas? Ça change. Au moins, il y a quelque chose à voir. Peut-être pas forcément, hein, parce que bon, il faut quand même un minimum d'argent que je n'ai pas, donc voilà, c'est plus pour les gens qui ont les moyens, plus que pour nous, quoi. Oh non, pas trop, je suis pas trop passionné par ce genre de choses, moi. Qu'est-ce que vous verriez alors à la place de cette friche? Dites, je sais pas, des trucs sportifs, je sais pas moi, des salles de cinéma, ou vraiment plein d'autres choses que tout le monde pourrait aller à la place d'un casino. Plutôt, ce serait bien qu'ils fassent, je sais pas, une entreprise ou refaire une structure pour des gens qui travaillent, quoi, ce serait bien, quoi. Du foot en salle pour justement les jeunes en hiver qui ne peuvent pas justement faire à l'extérieur. Un parc de jeux pour les enfants qui s'amusent, des toboggans pour tout type d'âge, des balançoires, des tyroliennes pour tout type d'âge, un peu comme le casino mais en plus grand. Voilà, ce serait bien, quoi. Parce que je suis papy, je sais ce que c'est.
Alors voilà, sur tous les hectares restants après ce projet, il y a toute une foule de suggestions, d'idées qui vous sont proposées. Si on revient concrètement... Il y a encore des choses... J'attends vos questions. Ouais. Je voudrais qu'on revienne concrètement au casino parce qu'on ne peut pas construire n'importe quel équipement n'importe où. La législation, elle est particulièrement stricte pour ce qui concerne les casinos. Donc il faut en premier lieu faire évoluer la loi. Vous en avez déjà parlé avec Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous avez rappelé tout à l'heure. Mais est-ce que la nécessité de devoir d'abord réussir à faire évoluer la loi, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Moi, j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho à l'échec que vous aviez eu avec l'entreprise 7x4 Pharma qui allait s'implanter sur l'Europol et qui n'a pas pu s'implanter parce qu'il aurait fallu que la législation française évolue et que ça n'a pas abouti. Non, alors c'est pas tout à fait juste ce que vous dites. Il aurait fallu simplement à l'époque que le ministre de la Santé ait un peu plus de courage. Pourtant, je parle d'un ami. Il n'y avait pas d'évolution législative, elle était d'ordre réglementaire. La preuve, c'est que par la suite, il y a des choses qui ont commencé à se faire, puis ça a été abandonné. On joue sur les mots. Ça restait une évolution. Mais ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Là, en l'occurrence, il y a une évolution législative qui devrait se faire, qui effectivement assouplirait les règles d'installation de casinos. Mais ces règles qui existent aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a un certain nombre de dérogations. Il y a aujourd'hui des villes frontalières, je ne vais pas vous les citer, vous les trouverez facilement, qui sont des villes de 5 000, 6 000 habitants, qui n'ont pas du tout des installations thermales, qui n'ont pas du tout des critères, enfin, qui ne répondent pas aux critères qui globalement sont prévus pour ce type d'installation, mais parce qu'à la frontière, elle récupère une clientèle qui part soit en Suisse, soit en Allemagne, soit en Italie. Et c'est le cas aujourd'hui. J'ai entendu les personnes que vous avez interviewées, ce n'est pas parce qu'on ne va pas au casino que pour autant il faille être contre. Et d'ailleurs, certains ont dit « je suis favorable au casino, mais je n'irai pas jouer ». Ce que je comprends, et vraisemblablement, je n'irai pas y jouer non plus. Mais simplement, on sait qu'aujourd'hui, il y a une forte clientèle qui va à Sarrebruck, voire plus loin, voire à Amnéville. Ça a été étudié. Donc cette clientèle, il est quand même intéressant. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi à Bruno Le Maire, parce que j'ai transmis aussi ce dossier à Bruno Le Maire. C'est un dossier qui peut être intéressant parce que l'essentiel des recettes va aller à Bercy. Les collectivités... Et pourtant, le montant peut être intéressant, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de 2 millions, 2,3 millions d'euros, mais c'est une petite part par rapport aux recettes globales. Et donc, si cette clientèle qui aujourd'hui est du bassin de Sarreguemines et qui part à Sarrebruck et qui demain peut rester sur Sarreguemines parce qu'on y a un casino, eh bien c'est tant mieux. Et donc, les critères, pour terminer, demain seront dans une évolution législative, certes, parce qu'il est prévu qu'on ait des assouplissements, notamment peut-être deux casinos par département, voire des critères où on rabaisse le seuil des villes, des critères où peut-être on n'a plus besoin d'une station thermale. Mais je rappelle que nous sommes aujourd'hui au niveau de la communauté d'agglomération, dans le capital des termes voisins, que la ville a toujours soutenu la scène nationale au niveau de la culture, de Forbach. On a un certain nombre de critères qui, aujourd'hui, ne sont pas à prendre au seul niveau de la ville de Sarreguemines, mais de l'ensemble d'un territoire. Petit, je veux dire, bien sûr, c'est un effort pour la ville de Sarreguemines ou pour l'agglo, mais en ce qui concerne les termes, la casque n'est actionnaire qu'à 5%. En ce qui concerne la scène nationale de Forbach, c'est de l'ordre de quoi? De 20 000 euros par an maximum? Mais la jauge n'est pas la participation financière. La jauge, c'est l'existence de termes qui amène de la population. C'est ça la jauge. C'est pas de voir quel est le montant du capital que la collectivité donne au terme. C'est pas ça la jauge. La jauge, c'est précisément, je le répète, il y a des termes, c'est une clientèle potentielle voisine qui effectivement demain peut participer au jeu du casino. C'est ça le critère. Alors ceci dit, il faut qu'il y ait cette évolution de la loi. Et le port de plaisance en fait partie. Alors bien sûr, il y a les critères liés au tourisme. Et la ville de Sarreguemines, même si c'est pas un grand port de plaisance, on n'est pas à Antibes. Vous avez des atouts et vous les défendez. Mais il faut qu'il y ait évolution de la loi. Alors vous qui avez été député, vous le savez bien. Concrètement, ça peut prendre combien de temps pour faire évoluer la loi? Parce qu'entre première, deuxième lecture à l'Assemblée, les allers-retours au Sénat, comment ça se passe? C'est quoi le délai? Je ne peux pas vous le dire, je ne suis plus législateur. Aujourd'hui, il y a une mission qui se termine, c'est ce qu'on m'a dit au ministère de l'Intérieur. Après, il y aura une évolution. Je rappelle quand même que cette mission a été, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, créée à la suite de la demande d'un certain nombre de maires.
dans le cadre aussi d'Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, ce n'est pas pour dans 20 ans, c'est déjà en cours et nous souhaitons l'inclure dans des actions bénéfiques à l'attractivité de la ville. S'il n'y a pas l'évolution, je dis bien, s'il n'y a pas l'évolution, eh bien, je maintiens ma demande parce que je peux citer des casinos qui sont installés à titre dérogatoire. Et vous pouvez les trouver facilement. Donc si la loi n'évolue pas ou pas assez vite, vous allez essayer d'avoir une dérogation. Si la loi n'évolue pas, aujourd'hui, on a tous les atouts pour qu'on nous réponde positivement. Alors une fois que vous aurez le droit de faire ça, vous annoncez une estimation de 40 millions pour tout ce projet. Il y a une partie privée, tout ce qui est casino, hôtel, restaurant, a priori ça serait du privé, mais il y a aussi une partie publique. La ville concrètement investirait quel montant? Je ne peux pas vous répondre à ça. C'est prématuré de vous répondre, parce qu'on n'a pas aujourd'hui... D'abord, on verra quel est le projet, avec ou sans casino. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Après, quand on aura la réponse à ça, s'il y a casino, le reste se déroule facilement. Et s'il y a casino, avec qui? Est-ce que vous êtes en contact déjà avec des groupes, des professionnels des casinos? Alors, il y a des investisseurs qui sont intéressés, avec lesquels nous avons des contacts depuis longtemps, je l'ai dit. Ceci dit, le jour où il y a accord, ça passe forcément par une délégation de service public. C'est-à-dire il y a une concurrence et ceux qui sont aujourd'hui, vous connaissez les noms des casinotiers sur notre pays, il y aura forcément un appel d'offres et répondront ceux qui sont intéressés. Donc je ne peux pas me prononcer aujourd'hui par rapport à un groupe qui effectivement demain serait retenu. Moi j'ai juste aujourd'hui des investisseurs qui sont intéressés, qui sont installés dans 51 pays dans le monde, qui ont 1500 casinos et 50 000 bandits manchots. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui difficile pour moi de vous dire quelle est la part publique, quelle est la part privée, parce que tout dépend du montage. Ça peut être un partenariat, ce sera un partenariat public-privé, mais je ne peux pas aujourd'hui vous donner des précisions. L'hôtel, c'est pas la ville qui va le construire, ça c'est évident. Le restaurant non plus. Ça peut aussi être, allez, je parle ou je réfléchis à haute voix. Le groupe peut tout faire et peut mettre en location. Ça peut être la salle de spectacle pourrait être privée aussi? Bah écoutez, il y a des villes qui font gérer, qui ont construit et qui font gérer leur salle de spectacle par un groupe privé. Ça existe. Vous pouvez trouver les réponses à ça. J'ai aussi parlé de la participation à la saison culturelle. Les groupes casinotiers participent à des saisons culturelles en organisant eux-mêmes leurs spectacles qui rentrent dans la saison culturelle de la collectivité ou qui peuvent être dissociés de la saison culturelle d'une municipalité ou d'une collectivité. Donc, vous voyez, il y a tout à gagner. Tout à l'heure, j'entendais bien vos internautes ou ceux que vous avez interviewés en micro-trottoir. Il y a des choses pertinentes qui ont été dites. J'ai entendu, par exemple, là on est dans le domaine du sport, une jeune qui parlait d'une salle pour le foot. Le futsal. Ça nous manque, hein, effectivement. Et on a un stade qui est sur le site anciennement des faïenceries, le stade des faïenciers, qui est un stade synthétique. Et bien demain, on y ajoutera un stade voisin en herbe avec une tribune centrale. Et il est prévu, et c'est bien pour ça que c'est ce site qui a été retenu, parce qu'il permet une extension, notamment aussi, comme l'a dit votre personne interviewée tout à l'heure, tout simplement quelque chose qui permet aux footballeurs de s'entraîner en intérieur en hiver. Et aussi donc de pratiquer du futsal pour les jeunes. Du coup, ça veut dire que dans tout ça, sur le site des anciennes faïenceries, c'est impossible pour le moment de savoir exactement au niveau financement comment ça va se monter, puisqu'il y a encore énormément d'incertitudes. C'est impossible aussi de donner une échéance en termes de date. La construction d'un casino, à partir de quand on aura le droit, à partir de quand il y aura une DSP, quelque chose qui pourrait être mis en place. Mais est-ce que pour la partie qui relèverait plus de la ville, en premier lieu par exemple la construction d'un musée pour y déménager le musée de la faïence, est-ce que pour ça on a une date? Alors je vais vous donner des éléments réalistes. Aujourd'hui, c'est l'EPFL, donc l'établissement public foncier lorrain, qui a la gestion de cette friche de 30 hectares.
Il y aura à faire des arrasements, notamment de tout ce qui est sans intérêt, hein, tout ce qui est en tôle. On va sauvegarder quelques bâtiments qui sont des bâtiments qui datent du 19e et qui sont intéressants parce que demain ça peut être éventuellement réservé à une discothèque, ça peut être réservé demain, je réfléchis à haute voix, même si c'est pas complètement innocent, ça peut être aussi des équipements de musique pour des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de place au centre-ville. Ce qui me fait dire d'ailleurs que ce qu'on va faire au niveau du site des faïenceries n'est absolument pas concurrentiel par rapport au centre-ville, parce que j'ai déjà entendu ça et là des personnes qui disaient mais vous allez déshabiller le centre-ville. Ce qui va se faire sur le site des faïenceries, eh bien c'est des choses qu'on ne peut pas faire au centre-ville parce qu'il n'y a pas d'espace. Dites-moi où mettre une grande salle de spectacle. Donc ce n'est pas quelque chose de concurrentiel. Alors pour répondre à votre question, donc le PFL est aujourd'hui dans l'étude globale. Plus qu'une étude, d'ailleurs, ils ont déjà par endroit fait des arrasements ou des défrichements, mais ça prend du temps. Après, il y a peut-être par endroit tout dépend de ce que vous allez installer. La dépollution n'est pas la même sur un emplacement de parking que sur des espaces verts ou sur une surface qui va être réservée à l'habitat. Donc ça va prendre du temps. Et c'est dans cet esprit-là, et vous avez, je crois l'avoir dit, que le groupe qui veut s'installer, ou demain le groupe qui s'installera, aura une solution transitoire, puisqu'on a parlé du site définitif des faïenceries, mais la ville a acquis progressivement au fil des années un espace qui est celui de l'ancien match, ça ne vous a pas échappé, puisqu'on en a parlé souvent au Conseil, qui permet à titre transitoire, parce que ce groupe qui aujourd'hui vient nous trouver, mais qui ne sera peut-être pas retenu, puisque je vous ai dit tout à l'heure que tout passe par appel d'offres, eh bien, souhaite s'installer à titre transitoire à cet emplacement qui se situe près de la Poste. Donc l'ancien match deviendrait un casino, en tout cas en attendant qu'il y en ait un Ce n'est pas à exclure. Mais c'est pour répondre à votre question de l'échelonnement, enfin de la durée. Ça peut aller assez vite. Bien sûr, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut aller très vite. Alors, et pour la suite, bien évidemment, sur le site des faïenceries, ce n'est pas quelque chose qui se réalisera l'année prochaine, pour répondre en ces termes-là. Mais on a le droit d'avoir, en tant que responsable politique, en tant que maire, on a le droit d'avoir une vision sur l'avenir, et sur un avenir même lointain, parce que si aujourd'hui la ville dispose par procuration de ces 30 hectares, c'est aussi préparer l'avenir. C'est préparer l'avenir en termes d'habitat, en termes d'infrastructure demain, en termes d'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une dernière chose, on ne va pas forcément du coup pouvoir en dire plus pour le moment sur ce projet, mais dans un tout autre domaine, vous avez des espoirs pour Sarreguemines, et ce sont des espoirs qui sont en lien avec les Jeux Olympiques de Paris. Oui, parce que le département effectivement mène une opération pour demain héberger, soit pour l'entraînement, soit pour d'autres actes, soit pour l'hébergement tout court, les villes sportives du département. Donc la ville de Sarreguemines s'est mise sur les rangs, elle a répondu à la sollicitation de Patrick Weiten, président du département. On a des équipements de qualité, que ce soit le gymnase Émilie Le Pennec, hein, et je crois que les athlètes, les gymnastes qui viennent ici nous disent toujours on n'a pas beaucoup d'équipements de cette qualité-là sur notre pays. Et c'est ce que disait aussi Émilie Le Pennec quand elle est venue en tant que marraine inaugurer l'équipement. Nous avons d'autres équipements sportifs qui sont de qualité. Et puis la communauté d'agglomération a un projet que vous connaissez sur l'ancien site, pour lequel d'ailleurs nous solliciterons le comité olympique pour voir les critères précis, de manière à ne pas être demain dans une réponse qui dirait oui mais l'éclairage n'est pas bon, ou les limites, ou tout ce qui est retenu comme critère ne serait pas éventuellement concordant. Donc j'ai là aussi effectivement posé candidature pour Sarreguemines. On verra la réponse. Je crois que, et l'avoir dit récemment dans un autre média, ce serait une reconnaissance de la politique sportive que depuis des décennies, et quand je dis depuis des décennies, j'y associe bien évidemment mes prédécesseurs, politique sportive dans les équipements, dans le soutien aux associations, et puis aussi peut-être pour... c'est aussi l'image de la ville. Hein.
Eh bien, merci Céleste Lettre d'avoir fini par dévoiler vos projets à nos téléspectateurs aussi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On va s'intéresser maintenant au monde de l'entreprise. Déjà présente en Alsace, Telepro s'est implantée à Bitche dans les anciens locaux de Trollitan avant de déménager en 2017 rue Colonel Tessier avec l'aide de la communauté de communes du Pays de Bitche. Et avis aux intéressés, l'entreprise qui officie dans le marketing direct est actuellement en phase de recrutement. Reportage de Yannick Sur et David Aurès. La structure s'appelle Telepro SAS. C'est une structure que j'ai créée en 2012 dans les locaux de Trollitan, tout d'abord. Nous avons acquis les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui en 2017. Nous sommes une vingtaine de personnes et nous sommes en phase de recrutement. Telepro est une société de marketing direct. Donc marketing direct, c'est la téléphonie, c'est le SMS, c'est les réseaux sociaux, Internet. Donc nous répondons à tout type de demandes sur ces canaux. Notre métier de base, c'est les appels sortants, c'est-à-dire l'appel vers le particulier pour prendre des rendez-vous dans les différents domaines de nos clients. On a des clients dans la fenêtre, on a des clients dans la piscine, dans les adoucisseurs d'eau, dans les cuisines, etc. Donc nous prenons des rendez-vous auprès des particuliers pour les commerciaux de nos clients. Les sociétés font appel à Telepro pour la prise de rendez-vous. Notre relation en tant que Telepro n'existe pas vers le particulier. On se présente sous Triba, on se présente sous Cuisinella, sous BWT, etc. On a aujourd'hui un logiciel qui compose les numéros de téléphone. Pour vous donner une idée, une ville comme Bitche, on la passe en 2 heures. Sur une semaine, c'est plus d'1 million de numéros de téléphone composés. Je vous citerai juste un exemple d'un concessionnaire dans la fenêtre qui nous a confié une mission. On peut tout à fait parler de chiffres. La mission lui a coûté 4 000 € et lui a rapporté 250 000 € en chiffre d'affaires. Un bon rendez-vous téléphonique est bien plus qualitatif que de la prospection dans le dur ou de la distribution de documentation. Le point fort, et il est sur notre site, c'est Made in France. C'est-à-dire rien n'est sous-traité à l'étranger, contrairement à beaucoup d'autres, et on fait du sur-mesure. Quel que soit le nombre de prospects à contacter, on adapte vraiment le discours et la mission aux clients. On veut de plus en plus s'orienter vers le service client. Faire de l'appel sortant, qui restera notre métier de base, mais faire plus de l'appel entrant. Appel entrant, c'est du service clientèle. Aujourd'hui, par exemple, pour les marques Cuisinella et Cuisine Schmitt, si vous téléphonez à un magasin en France, c'est chez nous que vous arrivez. Ce sera le grand changement puisque la prospection dans le dur, la prospection téléphonique va devenir de plus en plus compliquée. Vous avez envie de cuisiner un plat de saison? Caroline Nadler vous propose une tarte aux saveurs et aux couleurs d'automne. Notez bien cette recette, c'est tout de suite dans Sucré Salé. Je vous laisse savourer. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission culinaire Sucré Salé. On dit souvent que la cuisine est une science et ce n'est pas notre invité du jour qui vous dira le contraire. Il s'agit de Caroline Nadler. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Caroline Nadler est professeure de sciences physiques depuis une vingtaine d'années. Ce qu'elle aime dans son métier, c'est de pouvoir transmettre. Passionnée par la cuisine et autodidacte en la matière, elle a préparé et obtenu son CAP en 2018 après avoir effectué ses stages dans des restaurants réputés de la région. Caroline a décidé de partager sa passion en animant des ateliers culinaires pour tous, adultes ou enfants, à domicile ou chez elle dans l'atelier de Caro. Elle est aux côtés de Sandrine dans Sucré Salé et nous prépare une tarte aux légumes à sa façon. Caroline, bonjour.
bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine. Un plaisir partagé. Alors, votre leitmotiv, si j'ai bien compris, c'est de cuisiner des plats sains, de saison et qui sont équilibrés. Est-ce que c'est important pour vous? C'est même essentiel. D'accord. La cuisine, c'est un plaisir, évidemment. Je suis très gourmande, j'aime énormément manger. Et si on peut allier en même temps quelque chose de sain qui est bon pour nous et se faire plaisir, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Ok, alors la recette qu'on va présenter aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est une tarte salée. D'accord. Autour de saison, puisque c'est à partir essentiellement de légumes d'automne, le butternut, la betterave, le céleri. Et la particularité, c'est que c'est une tarte avec une base à partir de quinoa. D'accord. Donc c'est une céréale qui est très intéressante pour les végétariens, puisqu'elle apporte une protéine végétale et permet donc d'avoir un repas très très équilibré. Et pour les gens en plus qui sont intolérants au gluten, voilà, c'est une recette qui est parfaitement adaptée aussi. Oui, ça enlève la farine et la pâte, le fond de tarte qu'on a l'habitude d'avoir dans des tartes classiques. Quoi. Ouais, ça permet d'avoir quelque chose à la fois croustillant mais qui est aussi moelleux. Ok, ça change un petit peu. J'ai hâte de découvrir tout ça. On va attaquer dans un instant, mais on commence d'abord par les ingrédients. Pour réaliser la pâte au quinoa, il vous faudra 150 g de quinoa tricolore rincé, 60 g de pecorino finement râpé, un œuf et du beurre pour le moule. Pour la garniture, il vous faudra un demi-céleri boule, un navet assez gros, un butternut, une betterave à défaut une cuite, 2 oignons, du cumin en poudre, du vinaigre de vin, un mix de graines, de la sauce soja, du sel et de l'huile d'olive. Alors, on va pouvoir attaquer ce fameux fond de tarte que j'ai hâte de découvrir. Dites-nous tout ce qu'il faut. Alors, on a le quinoa, je l'ai simplement pré-cuit simplement dans de l'eau bouillante, à peu près une dizaine de minutes. Donc, on a le quinoa qui est cuit, c'est un quinoa 3 couleurs, c'est juste pour l'esthétique, pour que ce soit plus joli aussi. Le beurre, c'est juste pour le moule, pour éviter que ça colle. Ouais. Okay. Donc, c'est très simple, il suffit de tout mélanger et de tout mixer. Ok, super. Donc là, on va mettre 150 g de quinoa. Donc le fromage de brebis, on a 60 g. Et donc un œuf entier. Ok. Une bonne pincée de sel. Et maintenant, ça va faire un peu de bruit par contre. Voilà, c'est déjà bon. La tarte, alors si on n'a pas de cercle, on peut prendre un moule, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc moi j'ai pris un cercle, ici c'est un cercle de 22 cm à peu près pour que les gens sachent sur la quantité de pâte. Donc on va juste beurrer l'extérieur, enfin l'intérieur plutôt. Et là donc on va juste mettre notre pâte. Alors c'est sûr ça s'étale pas au rouleau comme une pâte à tarte classique. Il va falloir le travailler un petit peu. Voilà, exactement. Donc je l'étale grossièrement et après on va faire pour qu'il y ait un joli rebord et que du coup la purée qu'on va insérer ensuite dedans elle reste bien à l'intérieur et ce soit joli lorsqu'on va démouler. Ok. Voilà, là on est bon. Ok, super. Donc là on va la laisser reposer et puis après j'imagine qu'il faudra la cuire. On la cuira à blanc, voilà, c'est-à-dire avec rien dessus. C'est une pâte qui n'a pas de levure, qui ne va pas lever, du coup on n'est même pas obligé de mettre un poids dessus. S'il se formait une ou deux petites bulles avec le couteau pendant la cuisson, on pique et ça redescendra tout seul. Et on cuit combien de temps et à quelle température? Alors à 180 degrés pendant une demi-heure. Ok, alors le fond de tarte, donc comme on l'a terminé, on l'a laissé refroidir un petit peu. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux légumes. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire avec les légumes? Alors les légumes, il y aura 2 cuissons. Donc il va y avoir une purée de légumes et au-dessus des légumes qu'on va cuire vapeur pour qu'ils restent encore un petit peu croquants, qu'on ait plusieurs textures. D'accord. Et dans une idée aussi de ne pas gaspiller, et pour qu'on ait un joli dressage, on va récupérer les parures de nos légumes pour faire la purée. D'accord, ok. Et du coup là, quelles sont les prochaines étapes à faire? Alors on va d'abord attaquer par éplucher la majeure partie des légumes et surtout les oignons pour pouvoir tout de suite les mettre à cuire, parce qu'il faut qu'ils compotent un petit peu tranquillement. Ok. Et après? Après, on va s'attaquer au butternut, au céleri, au navet et aux betteraves. Ok, super.
Donc une fois qu'on a découpé tous nos petits cercles dans les légumes, on a d'un côté ce qu'on va garder pour la déco et de l'autre côté ce qu'on va garder pour faire notre purée de légumes. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a aussi la partie des petits cercles qu'on va cuire vapeur, c'est ça ? Voilà, on va les cuire vapeur parce que d'un point de vue cuisson, c'est une cuisson qui est douce, donc ça permet vraiment de garder tous les nutriments et l'intérêt des légumes, de garder toutes les bonnes vitamines. Donc le cuiseur vapeur, on va juste faire attention de ne pas cuire la betterave avec les autres légumes. On va le mettre, si vous avez un cuiseur vapeur à plusieurs étages, on va tout simplement le mettre sur l'étage du dessous pour que la vapeur, lorsqu'elle va redescendre, ne vienne pas colorer les autres légumes. Après, on peut les mettre ensemble les autres, ça pose pas de souci. On essaye juste qu'ils ne se superposent pas trop pour que ça cuise de manière homogène. Et puis plus rapidement aussi, j'imagine. Exactement, oui. Voilà. Et là, voilà, je mets en route le cuiseur vapeur et puis je regarderai un petit peu d'ici 5-10 minutes. Et en attendant, je vais vous piquer votre place en échange et du coup, on va passer au reste pour la purée. Oui, donc toutes les parures, on les a gardées, on les a coupées en petits morceaux. Vu que c'est fin, ça cuira vite. On a juste laissé de côté les parures de betterave. C'est plus une question d'esthétique et sinon, ça sucre aussi beaucoup la purée. Parce que la betterave est quand même naturellement très sucrée. Donc, on rajoute nos légumes. Aux oignons qui ont déjà bien cuit. On va légèrement mélanger pour les faire revenir mais sans coloration. Et on va mouiller avec un fond. Donc moi ici j'ai pris un fond de légumes. Alors on mouille pas non plus de trop parce qu'on veut pas une purée trop liquide. C'est pour pas que ça attache à la cuisson. On va aussi tout de suite mettre le cumin. On va mettre un petit peu de sel aussi parce que les légumes n'ont pas été salés jusque-là. Un peu de sel, on peut mettre aussi un peu de poivre, alors toujours du poivre moulu. On va dans un premier temps les laisser cuire à couvert, on va accélérer un petit peu le feu et en fin de cuisson on ouvrira pour que l'humidité s'évapore et qu'on ait une purée quand même assez sèche, assez compacte. Ok. Voilà pour l'instant. Donc là, on va attendre que les légumes terminent de cuire. Et pendant ce temps, je vais vous inviter à aller faire un petit tour avec nous du côté du marché pour découvrir tous les légumes de saison. Végétal Respect est une exploitation agricole familiale basée à Sturzelbronn et présente sur les différents marchés du secteur. Leur production de fruits et légumes est exclusivement biologique. Vous trouverez sur leurs étals des produits cultivés à la ferme dans le respect de l'environnement et du site. L'automne s'installe et les couleurs changent dans la nature comme dans nos assiettes. La palette est plutôt orangée et les légumes actuels sont bien souvent des courges, carottes, céleri, poireaux et autres choux. De quoi faire le plein de vitamines avant l'hiver. Alors, en attendant, on a un petit peu avancé dans les étapes. Alors, on a sorti nos légumes du cuiseur vapeur parce qu'ils sont prêts. Donc, ils sont encore légèrement croquants. Exactement. Et on a encore 5 petites minutes à laisser cuire la... Oui, là, le bouillon commence à être bien évaporé, commence un peu à se dilater tout seul. Donc, encore un petit peu et ce sera cuit. Et pendant ce temps, on va s'attaquer à une étape qui va servir pour la décoration. Alors, dites-nous en plus. Alors, c'est pas que pour la décoration puisque ça va ramener aussi le côté salé du plat. D'accord. Et les graines ont quand même un intérêt aussi dans la cuisine importante. C'est plein de nutriments intéressants. Donc on va d'abord les torréfier. Donc c'est quoi comme type de graines? Alors ici c'est un mixte de graines. Donc on a des graines de tournesol, des graines de courge et des graines de maïs aussi. Donc on va mettre la poêle à chauffer, on va simplement les torréfier. Donc torréfier, c'est une étape qu'on fait souvent pour faire ressortir les parfums et sortir l'humidité aussi. Une fois que ce sera bien torréfié, on rajoutera un petit peu de sauce soja. Donc sur la poêle bien chaude, ça va venir enrober nos graines. Et la sauce soja étant très salée, ça va donner un petit condiment aussi sur la tarte. Ok, donc c'est vrai qu'on a zappé de parler d'une étape, c'est qu'on a sorti notre fond de tarte du frigo pour commencer la cuisson. Donc on va le laisser à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Donc là, une fois que les légumes ont terminé de cuire, on va pouvoir les mixer pour les mettre en purée, c'est ça? Exactement, oui. Alors après, on mixe plus ou moins fin selon qu'on aime qu'il y ait encore des morceaux ou pas. Alors j'ai oublié juste, on va rajouter un petit filet de vinaigre. C'est toujours intéressant de contraster un petit peu le légume qui est sucré qu'on a épicé avec un filet de vinaigre qui va venir
rehausser un petit peu et couper. Un vinaigre classique? Alors ici, moi j'ai choisi un vinaigre de vin. D'accord. Après, on peut un vinaigre de cidre irait très bien aussi. Alors moi j'aime bien quand il reste encore un petit peu, quelques petits bouts comme ça, donc on peut s'arrêter là. On voit quand même ici, il faut garder un œil, parce que elle commence à être bien chaude. Donc là j'ai juste diminué un petit peu le feu, vous voyez elles ont bien coloré, même un chouïa trop. Et voilà, ça c'est terminé. Ok. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut servir aussi à l'apéritif pour remplacer les cacahuètes. D'accord. Donc qui sont moins gras aussi. Ah bah c'est pas du tout gras du coup. Là on a très bonne conscience quand on mange ça. Super. Alors du coup là si je fais bien les comptes, on a tout ce qu'il faut pour le montage final. Il n'y a plus qu'à attendre que la tarte finisse, enfin le fond de tarte finisse de cuire. Voilà. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour du côté du frigo pour terminer un petit peu avec quelques petites questions. Je vous laisse aller regarder tout ça. Alors à tout de suite. Alors, comment on passe de professeur de sciences physiques à cuisinière? Le tout début, ça a été un stage en formation de prof de sciences physiques pour allier cuisine. Alors un peu de cuisine moléculaire, bien évidemment, à mon enseignement de physique. Et à l'heure actuelle, en fait, je suis pas encore passée de l'un à l'autre. Je cumule les deux et c'est très complémentaire. Donc ça me va très bien comme ça pour l'instant. Ensuite, qui sont les plus studios? Vos élèves en classe ou en cuisine? Mais je dirais que c'est très variable. Il y a des adultes sur certains cours de cuisine qui sont beaucoup moins sages que des élèves en classe. Donc c'est très variable, mais dans tous les cas, le principal c'est que ce soit vivant. Donc pas trop sage, un juste milieu. Et donc enfin, avez-vous su vous entourer de grands chefs pour vos formations et s'inspirant? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser notamment un très grand chef de notre région, Monsieur Roth, qui est le parrain du restaurant scolaire du collège dans lequel je travaille aussi, qui est une personne très inspirante de par son parcours, mais aussi humainement, c'est une personne qui est tellement accessible et sain et gentil. Et aussi une cuisinière belge que j'ai rencontrée lors d'un stage et qui m'a beaucoup inspirée sur cette cuisine flexitarienne qui en Belgique est très connue, ici beaucoup moins, mais qui est au-delà d'une très belle cuisinière est une très belle personne. Donc un grand coucou à Valérie, j'espère bientôt la revoir. Notre tarte est maintenant sortie du four, elle est toute cuite. Alors il nous reste plus qu'à le montage à faire. Comment on procède? Alors déjà on a décerclé la tarte. Oui. Si elle accroche, ça peut arriver quand même avec le quinoa, juste avec une petite lame de couteau. On fait le tour, il n'y a pas de souci. Et donc on a mixé notre purée de légumes et maintenant on va en garnir le fond. Donc on est vraiment dans les couleurs d'automne aussi. C'est vrai. Voilà. Ok. Et maintenant on va décorer. Alors on peut faire des lignes, des rosaces comme chacun veut. On va faire une rosace. Donc on va alterner les couleurs. Je vais juste retailler en plus petit une betterave. Voilà, pour qu'ici j'ai un petit cœur. Trop cool. Voilà. Super. On va mettre un petit peu d'huile d'olive parce que c'est quand même des légumes qui n'ont été cuits que à la vapeur. Avant de leur passer au four, 2 minutes, toujours à 180 degrés. On va leur passer 5 minutes au four et juste avant de servir, on rajoutera le condiment pour qu'il reste bien croquant, qu'il ne prenne pas du tout l'humidité des légumes. Et voilà, après 2 minutes, on va juste donc la faire glisser sur notre plat de présentation. Super. Et on va terminer donc avec nos graines. Ça donnera vraiment du croustillant. Et voilà, notre tarte est finie. Ok, génial. Mais en tout cas, c'est super original, autant en termes de présentation qu'en termes de texture et d'ingrédients utilisés, surtout pour le fond de tarte. Donc, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette recette avec vous. J'en profite aussi pour parler de nos téléspectateurs aussi, un petit peu de ce que vous faites, donc les cours de cuisine à domicile. Alors, pourquoi on peut faire appel à vous?
Pour toute occasion, simplement le plaisir entre amis de faire un repas et au lieu d'être simplement spectateur dans un restaurant, d'être acteur aussi de sa soirée. Donc je vais à domicile chez les gens, mais je propose aussi aux gens qui ont des plus petites cuisines de venir chez moi, donc à l'atelier de Caro. Là, il y a beaucoup d'ateliers pour les fêtes qui sont en préparation, pour les bûches de Noël, le foie gras, enfin, il y a de quoi faire. Il y a plein de choses à découvrir. Tout à fait. Peut-être une adresse, un site internet encore? Alors, il y a un site internet, www.atelierdeCaro.fr, et on peut me suivre aussi sur ma page Facebook. Super. Et bien moi, dans ce cas, je vous donne aussi un deuxième site internet, c'est www.mosaïque-cristal.tv, sur lequel vous allez pouvoir retrouver cette recette et la refaire chez vous. En tout cas, merci encore, Caroline, d'être venue sur notre plateau. Et puis, je vous dis encore à très bientôt, peut-être, si vous avez envie de revenir me voir. Avec grand plaisir. Moi, cuisiner, c'est partager. Du coup, c'est toujours bien d'être avec vous. Super, génial. Et puis, merci aussi à vous de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne fin de journée.